Nous sommes le 20 avril 1984. Le vent hurle sur l'arête ouest de l'Everest alors que Hristo Protonov annonce sa victoire à la radio au camp de base. Je suis au sommet. L'ingénieur métallurgiste bulgare de 41 ans Hristo Protonov vient de battre un record sur l'Everest et d'accomplir l'impossible. En quelques heures, cette voix triomphante deviendra des chuchotements désespérés. Coincé sur une minuscule corniche à 8500 mètres d'altitude, avec des doigts tellement gelés qu'ils fonctionnent à peine, Hristo envoie appel après appel, suppliant qu'on vienne le secourir. Ses coéquipiers pouvaient entendre le désespoir dans sa voix, le hurlement de la montagne, le froid glacial qui lui volait lentement la vie. Puis, à 19h45, ils ont entendu quelque chose qui les entrait à jamais. Un dernier clic de son émetteur radio, puis un silence complet. Tu es costaud, mais ne parle pas, ne parle pas, ne parle pas. D'un enfant pauvre, en Bulgarie à une légende de l'Everest, jusqu'à l'une des transmissions finales les plus déchirantes jamais enregistrées, aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du SOS de l'Everest auquel personne ne peut répondre. Je dois vous prévenir, c'est bien plus sombre que vous ne l'imaginez. Bienvenue dans Extreme. Petite question. Quelle est la manière la plus risquée de gravir l'Everest ? La plupart des gens désignent la cascade de glace du Khumbu avec ses séracs qui s'effondrent, ou ils parleront de la zone de la mort, ce monde d'air raréfié au-dessus de 8000 mètres où votre corps s'éteint lentement. Mais si vous aviez demandé aux experts de l'alpinisme, en 1984, il n'y avait qu'une seule réponse évidente. N'importe où sur la directe de l'arête ouest. Le monde de l'escalade l'a surnommé la voie cruelle. Et une fois que vous comprendrez ce à quoi les grimpeurs sont confrontés sur cet itinéraire, vous verrez pourquoi ce nom est presque un euphémisme. Imaginez garder l'équilibre sur une arête déchiquetée sur 6 km, avec des vents d'ouragan qui essaient de vous faire tomber. Impossible, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est ça, la directe de l'arête ouest. L'itinéraire impose une escalade rocheuse de 5e degré défiant même les meilleurs grimpeurs au niveau de la mer. Sauf que cette fois, vous le faites à 8500 mètres d'altitude, là où votre cerveau meurt littéralement à cause du manque d'oxygène. Mais ça ne s'arrête pas là. La plupart des itinéraires de l'Everest offrent un peu d'abri. Un couloir ici, une corniche protégée là-bas. La voie directe de l'arête ouest n'offre rien. Vous êtes complètement exposé au vent qui balaie le plateau tibétain à plus de 160 km/h. Les alpinistes disent qu'on dirait être sur l'aile d'un avion cherchant à vous faire tomber. Voici Hristo Prodanov. Né en 1943 à Karlovo, en Bulgarie, Hristo est venu au monde dans une famille qui n'avait absolument rien. Son père enchaînait les petits boulots, sa mère gérait la maison. Ils étaient si pauvres que chaque sou comptait et rêver était un luxe inabordable. La plupart des enfants auraient accepté leur sort. Travail à l'usine, vie tranquille, sans jamais lever les yeux vers les montagnes. Mais à 15 ans, Hristo développait déjà ce qui allait devenir une obsession qui durerait toute sa vie. Petit détour dans ce train du chaos. Si vous souhaitez faire partie de la communauté extrême, avoir un accès anticipé à nos vidéos et participer à des sondages exclusifs, rejoignez-nous sur Patreon. On se retrouve là-bas. Il passait ses week-ends dans les monts du Pirin, s'attaquant à des voies d'escalade techniques que la plupart des adolescents n'oseraient pas tenter sans corde ni matériel de sécurité. Mais Hristo était différent. Il avait ce besoin obsessionnel de comprendre chaque prise, chaque itinéraire, chaque risque. Alors que ses amis cherchaient encore quoi faire de leur vie, Hristo savait déjà qu'il allait grimper. Au début de la vingtaine, Hristo travaillait comme ingénieur le jour, mais sa vraie vie se déroulait le week-end, lorsqu'il commençait à conquérir systématiquement les itinéraires les plus réputés d'Europe. Entre 1967 et 1977, il les a enchaînés un par un. L'éperon Walker aux Grandes Jorasses, le pilier Bonatti sur le Petit Dru, le pilier Freinet du Mont Blanc, la face nord du Cervin. Chaque victoire nourrissait quelque chose qui grandissait en lui, une faim que les sommets européens, aussi dangereux soient-ils, ne pouvaient tout pas satisfaire. Puis, en avril 1981, Hristo a fait quelque chose qui a tout changé. Il est devenu le premier Bulgare à gravir un sommet de 8000 mètres lorsqu'il a escaladé le Lhotse, la 4e plus haute montagne du monde, complètement seul et sans oxygène d'appoint. Pour vous dire à quel point c'était impressionnant, la plupart des alpinistes, même aujourd'hui, n'oseraient pas tenter le Lhotse avec une équipe et un soutien complet en oxygène. Quand il est redescendu de ce sommet, quelque chose avait changé dans les yeux de Hristo. Il avait eu un avant-goût de ce que cela faisait de évoluer à l'extrême limite de la survie humaine et il en voulait encore plus.
Pendant 3 ans après le Lhotse, Christo n'a pas pu s'empêcher de penser à aller plus haut, à s'enfoncer encore plus loin dans cette zone où les humains ne sont pas censés survivre. Et en 1984, l'occasion parfaite s'est présentée. Vous voyez, la Bulgarie préparait quelque chose d'inédit. Ce petit pays du bloc de l'Est, fatigué d'être éclipsé par ses grands voisins soviétiques comme la Russie et l'Allemagne de l'Est, a décidé qu'il allait planter son drapeau au sommet du monde. Mais il n'allait pas prendre la voie touristique de l'Everest, qui commençait à être envahie par les riches alpinistes occidentaux. Non, il visait l'arête ouest directe. Oui, cette même voie de l'arête ouest qui avait coûté la vie aux Français et qui avait à peine été conquise par les Yougoslaves. Le gouvernement bulgare était totalement engagé. Ce serait une expédition nationale qui montrerait au monde ce que leurs alpinistes pouvaient accomplir. Ils voulaient prouver que la Bulgarie avait des athlètes capables de rivaliser avec n'importe qui. Le processus de sélection était absolument brutal. Des centaines des meilleurs alpinistes bulgares ont postulé pour seulement 24 places dans l'équipe. Et lorsque l'équipe finale a été annoncée à la fin de 1983, Christo Protonov, âgé de 40 ans, a été nommé chef adjoint de l'expédition et chargé de tous les aspects techniques. Il planifiait l'itinéraire, coordonnait l'installation des camps fixes et assurait la sécurité pour maintenir en vie 24 alpinistes sur la voie la plus dangereuse de l'Everest. Même lors des longues réunions de planification où Christo élaborait des stratégies d'expédition classiques avec camps fixes et ascensions coordonnées, il avait une autre idée qui mûrissait dans son esprit. Ses coéquipiers n'auraient jamais accepté s'ils avaient su ses vraies intentions. Parce que pendant que tout le monde pensait comme un joueur d'équipe, Christo réfléchissait en solitaire. Pendant que le reste de l'équipe se préparait pour une expédition de siège classique. Le type lent et standard, où vous passez des semaines à transporter des provisions en haut de la montagne, à établir des camps et à acclimater lentement votre corps à l'altitude. Christo voulait quelque chose de plus. Il allait se séparer du groupe et tenter l'arête ouest direct en solo, sans oxygène supplémentaire, en une seule poussée du camp d'altitude jusqu'au sommet et retour. Aujourd'hui, cela serait considéré comme extrêmement dangereux, presque impossible. Mais Christo avait fait les calculs dans son esprit d'ingénieur. Il avait étudié la météo, analysé ses données sur le Lhotse et savait que son corps supportait ce que d'autres ne pouvaient non pas. Il progresserait vite et léger, avec un équipement minimal misant sur ses compétences et sa forme pour monter et redescendre avant que la montagne ne puisse le tuer. L'expédition a commencé en mars 1984 et de l'extérieur, tout semblait parfait, comme dans un manuel. 24 des meilleurs alpinistes bulgares, 3 Sherpas népalais expérimentés et suffisamment d'équipement pour assiéger la montagne pendant des mois si nécessaire. Dirigés par le vétéran alpiniste Avram Avramov, ils ont établi le camp de base et ont commencé le processus méthodique de fixation des cordes et d'installation des camps le long de l'arête ouest directe. Début avril, ils avaient établi le camp 1 à Lola à 19 850 pieds, où ils ont creusé une grotte de neige assez grande pour 15 personnes. Le camp 2 a été installé à 22 220 pieds. Ensuite, le camp 3 à 23 524 pieds. Chaque camp dépassait la plupart des montagnes du monde. Au camp 3, même se promener laissait les alpinistes expérimentés à bout de souffle. Mais Christo s'épanouissait. Tandis que ses coéquipiers souffraient de maux de tête, de nausées et de fatigue à cause de l'altitude, il évoluait dans les camps supérieurs comme s'il était au niveau de la mer. Son corps, d'une manière ou d'une autre parfaitement adapté à des conditions qui submergeraient la plupart des humains en quelques heures, fonctionnait comme une machine conçue spécialement pour cet environnement. Le 18 avril, ils ont établi le camp 4 à 24 670 pieds. Le lendemain, Christo et son guide, le Sherpa Kaweng Rinzi, sont montés encore plus haut, établissant le camp 5 à une altitude incroyable de 26 640 pieds, bien dans la zone de la mort. Cette nuit-là, allongé dans son sac de couchage au camp, Saint Christo prit la décision qui allait définir son héritage. Demain, il tenterait quelque chose qu'aucun être humain n'avait jamais accompli. Ainsi, à 4h30 du matin, le 20 avril 1984, Christo et Shawang ont quitté le camp 5 dans des conditions qui auraient poussé la plupart des alpinistes à retourner directement dans leur sac de couchage. La température était si basse qu'elle pouvait geler la peau exposée en moins de 2 minutes. Le vent hurlait sur l'arête ouest avec des rafales qui pouvaient littéralement vous faire basculer dans le vide. Mais le temps était aussi bon qu'il pouvait l'être et ils le savaient tous les deux. Durant les premières heures, ils ont grimpé ensemble sur un terrain indescriptible.
Imaginez essayer de grimper une échelle faite de glace tout en gardant l'équilibre sur un sentier avec des précipices de 3000 mètres de chaque côté et des vents de force ouragan qui tentent de vous projeter dans l'abîme. Il faisait là face à cela, une échelle de près de 3 km, inclinée à des pentes défiant même les meilleurs grimpeurs au niveau de la mer. Or, Choang était l'un des alpinistes d'altitude les plus expérimentés au monde. Il avait guidé des dizaines d'expéditions et affronté tous les types de météo et de terrain de l'Himalaya. En montant plus haut sur l'arête ouest directe, quelque chose commença à le déranger. L'itinéraire devenait de plus en plus technique, plus exposé, plus dangereux à chaque pas. La roche était friable et s'effritait, la glace était fine et imprévisible. Un faux pas les enverrait tous les deux dans le vide. En fin de matinée, ils atteignirent une section où l'escalade devint si technique que Choang dut prendre une décision. Il leva les yeux vers la voie devant lui, secoua la tête et prit la décision qui lui a probablement sauvé la vie. Il dit à Christo qu'il faisait demi-tour. Pour la plupart des grimpeurs, ce serait le moment de vérité. Votre partenaire expérimenté, qui connaît ces montagnes bien mieux que vous ne les connaîtrez jamais, vous avertit que la voie devant est trop dangereuse. La décision la plus sûre serait de le suivre. Mais alors que Christo observait Choang descendre en rappel dans la neige tourbillonnante, quelque chose se déclencha en lui. Il repensa à son enfance dans cette maison pauvre à Karlovo, voyant son père rentrer les mains dénoircies après une journée à travailler le métal. Il pensa à tous ceux qui lui avaient dit que des enfants comme lui n'avaient pas le droit de voir grand. Il repensa à Lhasa, où il avait prouvé pouvoir survivre seul dans la zone de la mort. C'était sa chance, non seulement d'atteindre le sommet de l'Everest, mais aussi de réaliser quelque chose qu'aucun être humain n'avait jamais accompli. Le premier Bulgare sur l'Everest. Le premier sommet en avril de l'histoire de la montagne. La première personne à gravir la directe de l'arête ouest sans oxygène d'appoint. S'il faisait demi-tour maintenant, il ne serait qu'un autre alpiniste qui a failli réussir. Alors, il a fait quelque chose qui a même choqué Choang. Il a dit au revoir à son partenaire d'escalade et a continué. Seul sur l'itinéraire le plus dangereux de la plus haute montagne du monde. Ce qui s'est passé durant les 7 heures suivantes était à la fois miraculeux et terrifiant. Christo a progressé sur cette arête effilée comme un homme possédé, franchissant des passages techniques qui auraient dû être impossibles à cette altitude. À 11h10 à environ 450 mètres, soit près d'un demi-kilomètre sous le sommet, Christo a réussi à contacter le camp de base par radio, progressant régulièrement sur l'arête ouest. Les heures suivantes ont été un cauchemar. Les piolets mordaient dans la roche gelée, les crampons cherchaient à s'accrocher sur des pentes qui plongeaient dans le vide, tandis que les vents menaçaient de l'arracher à la montagne. Dans l'après-midi, Christo grimpait encore la voie la plus difficile de l'Everest, mais d'une manière ou d'une autre, contre toute attente, il continuait à monter. Puis, à 18h10, est venue la transmission qui a marqué l'histoire de l'alpinisme. Il l'avait fait. Après 12h30 d'escalade en solo sur la voie la plus dangereuse du monde, Christo Protonov se tenait au sommet du mont Everest. Le premier Bulgare à atteindre le sommet du monde, la première personne à gravir l'Everest en avril. Le premier alpiniste à conquérir la voie directe de l'arête ouest sans oxygène supplémentaire. Pendant 33 minutes, il est resté debout sur ce minuscule bout de neige et de glace à 8848 mètres, soit 29 028 pieds au-dessus du niveau de la mer. Il a trouvé une pyramide de bouteilles d'oxygène soviétique vide laissée par une expédition précédente et a arraché un morceau de leur drapeau comme preuve. Il a abandonné sa caméra à 8 mm après avoir retiré la pellicule, car chaque gramme compterait pour ce qui allait suivre. Alors que Christo rangeait ses affaires pour entamer sa descente, quelque chose aurait dû le troubler. Quelque chose qui pourrait ne pas sembler important si vous êtes pris dans l'euphorie d'avoir réalisé votre rêve de toujours, mais qui devient absolument terrifiant quand vous y réfléchissez vraiment. Vous voyez, l'ascension avait duré bien plus longtemps que prévu. La plupart des alpinistes de l'Everest commencent leur tentative de sommet vers minuit, en chronométrant tout parfaitement pour atteindre le sommet en milieu de matinée et pouvoir redescendre alors qu'il reste encore beaucoup de lumière du jour. Ce n'est pas qu'une question de stratégie, mais de survie. Christo avait commencé tard et avançait plus lentement que prévu sur le terrain technique. Chaque longueur d'escalade difficile, chaque moment passé à chercher l'itinéraire, chaque pause pour reprendre son souffle dans l'air raréfié lui avait fait perdre de précieuses heures. Des heures qui semblaient insignifiantes lorsqu'il se concentrait simplement à avancer pas à pas, devenaient soudainement la différence entre la vie et la mort lorsqu'on comprend ce qui va suivre. Il était maintenant 18h40 lorsqu'il commença à redescendre du sommet. Dans l'Himalaya en avril,
Cela signifiait qu'il lui restait peut-être 30 minutes de lumière du jour utilisable. 30 minutes pour parcourir le terrain qu'il lui avait fallu plus de 12 heures pour gravir. Maintenant, si vous avez déjà essayé de refaire vos pas sur un sentier de randonnée à la tombée de la nuit, vous savez à quel point cela peut être désorientant. Des rochers qui étaient des repères évidents à la montée ressemblent soudainement à tous les autres rochers. Des sentiers, qui semblaient clairs en plein jour, disparaissent dans l'ombre. Vous commencez à douter de chaque tournant, de chaque décision. Mais Christo n'était pas sur un sentier de randonnée. Un faux pas ici signifiait une chute de 3000 mètres dans l'abîme en contrebas. Alors que les dernières traces de lumière du soleil disparaissaient derrière les sommets déchiquetés et que l'obscurité totale engloutissait la montagne, le monde de Christo s'est soudainement réduit au petit cercle de lumière de sa lampe frontale. Pendant les 3 heures suivantes, Christo s'est frayé un chemin le long de cette arête dans des conditions qui auraient été difficiles même en plein jour avec une équipe complète. Dans l'obscurité, seul, c'était comme essayer de traverser un champ de mines les yeux bandés. Chaque pas lui demandait de tester son appui, de sonder devant lui avec son piolet et de prier pour que ce sur quoi il posait le pied puisse réellement supporter son poids. À 21h10, Christo se retrouva face à un choix impossible. Il avait réussi à descendre d'environ 1000 pieds, soit presque 305 mètres depuis le sommet. Mais il se trouvait encore à 28 000 pieds, soit un peu plus de 8,5 km d'altitude, et l'escalade technique qui l'attendait dans l'obscurité totale devenait de plus en plus dangereuse. Tous les 2 ou 3 pas, il devait s'arrêter pour comprendre où passait l'itinéraire. Le faisceau de sa lampe frontale n'éclairait que le pied, au-delà s'étendait un vide noir pouvant dissimuler une falaise, des rochers instables ou une corniche prête à céder sous son poids. Il n'avait que 2 options, toutes 2 terribles. Il pouvait continuer à descendre dans le noir, risquant une chute mortelle, ou s'arrêter pour faire ce que les alpinistes appellent un bivouac. Maintenant, si vous ne connaissez pas ce terme, un bivouac signifie essentiellement passer la nuit dehors, sans abri adéquat. Pour beaucoup, cela signifie camper à la belle étoile avec un sac de couchage et parfois une bâche. Inconfortable, mais on peut y survivre. Mais à 8500 mètres sur l'arête ouest de l'Everest, un bivouac signifie être complètement exposé à des vents de force ouragan et à des températures qui peuvent geler votre peau en quelques minutes. Cela signifie tenter de survivre dans un environnement où votre corps meurt lentement à cause de l'altitude. Et maintenant, vous lui demandez de passer une nuit entière sans abri. C'est à ce moment-là que Christo a passé l'appel radio qui a scellé son destin. « Je vais bivouaquer à cause de l'obscurité ». Il venait de s'engager à passer la nuit à lutter pour sa vie dans l'un des environnements les plus hostiles de la planète. Et il allait le faire complètement seul. Ce qui s'est passé ensuite, ce sont 18 heures d'un véritable cauchemar de survie. Nous n'avons pas de compte-rendu minute par minute de cette nuit-là parce que Christo était complètement seul, mais nous en savons assez sur ce que le corps humain endure à cette altitude pour comprendre le cauchemar qu'il vivait. D'abord est venu le froid, et je ne parle pas du genre de froid où l'on frissonne et se plaint. Le froid vous agresse comme un être vivant qui veut vous tuer. Votre souffle se transforme en cristaux de glace qui vous coupent à la gorge. Le métal de votre équipement d'escalade devient si froid qu'il peut se coller à votre peau au contact. Et souvenez-vous, Christo n'avait ni tente, ni sac de couchage, ni aucun abri. Seulement sa combinaison en duvet et le moindre abri contre le vent sur cette arête exposée. Il aurait passé ses heures en mouvement constant, à fléchir ses doigts et ses orteils, à bouger ses bras et ses jambes, tout ce qu'il pouvait pour faire circuler son sang et empêcher les engelures de s'installer. Heure après heure, il est resté là, assis dans le vent hurlant et le froid mordant, attendant une aube qui semblait ne jamais vouloir arriver. À quelques minutes d'intervalle, il devait probablement prendre la décision consciente de continuer à se battre, de ne pas abandonner, de ne pas simplement laisser le froid l'emporter. Mais d'une manière ou d'une autre, contre toute attente, lorsque le soleil s'est enfin levé le 21 avril, Christo Protonov était toujours en vie. Être en vie et pouvoir continuer étaient 2 choses très différentes. Ses coéquipiers au camp de base ont passé la nuit en sachant que leurs collègues étaient coincés en haut de la montagne, sans abri, dans l'attente désespérée du moindre signe de vie. Quand sa voix a grésillé à la radio ce matin-là, ils ont tout de suite compris que quelque chose n'allait vraiment pas. Sa voix était faible, à peine audible, et lorsqu'il a essayé de décrire son état, les mots qui sont passés à la radio allaient les hanter à jamais. « J'ai perdu mes gants », chuchota Christo. « Je ne peux pas bouger mes doigts. » À ces altitudes, perdre ses gants est pratiquement une sentence de mort. Tes doigts deviennent des blocs de glace qui ne peuvent plus se plier, ni saisir, ni fonctionner du tout. Pire encore, sans doigts fonctionnels, Christo ne pouvait pas utiliser son équipement d'escalade.
Il ne pouvait fermer sa veste, ajuster son équipement, ni utiliser sa radio pour appeler à l'aide s'il avait trop froid. Chaque geste élémentaire de survie nécessitant de la dextérité manuelle était désormais impossible. Tout au long de cette journée du 21 avril, les appels radio continuèrent d'arriver, chacun plus faible que le précédent, chacun plus désespéré. Ses coéquipiers l'entendaient tenter de décrire son état, mais sa voix devenait de plus en plus difficile à comprendre. Le froid et l'altitude mettaient son corps hors service, morceau par morceau. En fin d'après-midi, lorsqu'il appuya de nouveau sur sa radio, le message était à peine audible. « Je ne peux pas tenir le bouton de la radio beaucoup plus longtemps. » Ses doigts étaient si gelés qu'il peinait à appuyer sur le bouton pour transmettre. Bientôt, même cette simple action deviendrait impossible. À un moment, au cours de ces dernières de transmission, Christo a réussi à dire quelque chose qui montrait à quel point sa situation était devenue désespérée. « Je ne vois personne venir me secourir. » Réfléchissez à cela un instant. Voici un homme qui avait passé toute sa vie à calculer les risques, à analyser les problèmes, à trouver des solutions. Même alors qu'il était en train de mourir, son esprit d'ingénieur continuait de fonctionner, évaluant encore sa situation avec une honnêteté brutale. Il savait que quelqu'un tenterait de le rejoindre, mais comprenait aussi la réalité de l'endroit où il se trouvait. À 8500 mètres d'altitude, dans des conditions où le sauvetage n'était pas seulement difficile, il était impossible. À 17h30, le 21 avril, le contact vocal avec Christo a cessé complètement, mais ses coéquipiers n'étaient pas prêts à abandonner. Ils continuaient d'appeler son nom à la radio, espérant, priant pour une réponse. Puis, à 19h45, ils ont entendu quelque chose qui les entrait à jamais. Un seul clic de son émetteur radio, pas de voix, pas de mots. Juste un clic mécanique, puis un silence complet. Ce clic signifiait que Christo était toujours en vie, encore assez conscient pour atteindre sa radio, mais il ne pouvait plus parler. Il ne pouvait plus former de mots. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était appuyer sur ce bouton une dernière fois, un ultime signal désespéré qui disait « Je suis toujours là ». Et puis, il n'y eut plus rien. Mais voici la partie vraiment déchirante. Alors que Christo acceptait qu'aucun sauvetage n'était possible, son coéquipier, Vladimir Yankov, refusait d'abandonner. Yankov avait écouté ses appels radio désespérés toute la journée et il a pris une décision qui allait soit sauver la vie de son ami, soit lui coûter la sienne. Il allait monter le chercher. Ce que Yankov tentait était essentiellement impossible. À 8500 mètres, chaque respiration est une lutte. Le froid peut vous tuer en quelques minutes. Un faux pas, et vous y laissez la vie encore plus vite. Et il prévoyait de faire cela seul, de nuit, dans une course contre la montre, pour atteindre quelqu'un qui était peut-être déjà mort. Le 21 avril, alors que les dernières transmissions radio de Christo arrivaient, Yankov a commencé à grimper depuis le camp 3 à 7160 mètres. Dans un effort surhumain, il a gravi plus de 300 mètres de dénivelé dans des conditions qui mettraient au défi même un hélicoptère. À 21h, Yankov avait atteint 8500 mètres près de l'endroit où Christo était coincé. Mais l'obscurité et le vent rendaient toute visibilité impossible. Christo aurait pu se trouver à 15 mètres et Yankov ne l'aurait jamais trouvé. Ce que Yankov fit ensuite montre à quel point la situation était désespérée. Il a trouvé refuge sur une minuscule corniche et a passé toute la nuit à 8400 mètres dans la zone de la mort, criant sans cesse dans sa radio « Ne t'endors pas, tu es un homme formidable, ne dors pas. Tu es bulgare, les gens courent vers toi. » Pendant des heures, au cours de cette nuit brutale, la voix de Yankov crépitait dans la radio de Christo. « D'accord, tu es un homme, ne parle pas, ne parle pas, ne parle pas, ne parle pas. » Il y a un plan, il y a un plan. Il y a un plan. La tour de contrôle est immobile. La tour de contrôle est immobile. Tu es un grand homme, tu es bulgare. Mais il n'y a pas eu de réponse. Au matin, Yankov a dû faire face à la terrible réalité. Christo était parti, mais la montagne a aussi réclamé son tribut à Yankov. Le froid extrême lui a causé des gelures si graves que, lorsqu'il est finalement revenu au camp de base, 4 de ses doigts ont dû être amputés. Il avait sacrifié des parties de son propre corps en essayant de sauver son coéquipier. Malgré des recherches approfondies au cours des jours suivants, le corps de Christo n'a jamais été retrouvé. Yankov a déclaré plus tard à propos de son ami « Il est resté pour toujours au sommet, fusionné avec son rêve. » Mais cette histoire ne s'arrête pas là. Car 20 ans plus tard, quelque chose d'impossible s'est produit, transformant cette tragédie en malédiction familiale. C'était en mai 2004. La saison d'escalade de printemps battait son plein et des équipes du monde entier s'étaient réunies sur le versant nord de l'Everest, au Tibet.
Parmi eux se trouvait un petit contingent bulgare dirigé par Ivan Maslarov, le chef de la fédération bulgare des clubs alpins. Avec lui se trouvait sa femme, une femme portant un bonnet en fourrure rouge vif qui se remarquait sur toutes les photos prises au camp de base avancé. Elle s'appelait Mariana Prodonova Maslarova, c'était la nièce de Christo. Elle était venue avec un seul but, devenir la première femme bulgare à gravir l'Everest sans oxygène et honorer son oncle disparu 20 ans plus tôt sur la montagne. Mais dès son arrivée, les alpinistes chevronnés et les Sherpas étaient à mal à l'aise. Elle grimpait lentement, dangereusement lentement, souvent à la traîne derrière les autres alpinistes. Pendant les ascensions d'entraînement, elle donnait de l'oxygène à son Sherpa, inquiétant les chefs d'expédition qui ont exprimé leurs préoccupations. Mingma Dorje, l'un des Sherpas les plus respectés de l'Himalaya, lui aurait supplié de ne pas monter plus haut. Même les équipes occidentales interceptèrent ses appels radio en criant des avertissements « Sortez-la de là !» Mais Mariana avait pris sa décision. Le 18 mai, elle a quitté le col Nord sans son Sherpa ni même son sac à dos, ce qui a choqué ceux qui l'observaient d'en bas. Et le 21 mai, exactement 20 ans et 30 jours après la disparition de Christo, elle a entamé son ultime ascension vers le sommet. Le vent balayait la face nord lorsqu'elle a quitté le camp 3 aux premières heures du matin. Son rythme était douloureusement lent. Il lui a fallu 13 heures épuisantes, rien que pour atteindre le deuxième ressaut, à près de 8200 mètres d'altitude. À ce moment-là, sa lutte pour gravir l'échelle fixe a provoqué un embouteillage dangereux, les radios crépitaient de frustration et d'inquiétude, mais elle a continué à grimper. Plus haut, ses mouvements sont devenus irréguliers. Les alpinistes qui la dépassaient ont rapporté qu'elle semblait détachée, presque comme dans un rêve, pointant vers le sommet et prononçant un seul mot d'une voix chantante. Sommet. Son Sherpa, Mingma Dorje, qui était resté en arrière, avait déjà prévenu qu'elle n'était pas assez forte pour être là-haut. Désormais, tous ceux d'en bas pouvaient aussi le voir. À cette altitude, il suffit de peu pour disparaître. La crête se rétrécit, le vent réduit la visibilité à presque rien et les alpinistes avancent comme des fantômes, trop épuisés pour faire autre chose que se concentrer sur leur survie. Mariana était complètement seule. Elle n'avait ni Sherpa, ni partenaire, et lorsque l'obscurité est tombée, elle n'était plus qu'une lampe frontale engloutie par la tempête. Un seul pas en dehors du trace compacté, un faux pas dans la neige accumulée, et elle devenait invisible, à seulement quelques mètres de l'itinéraire, mais hors de portée de toute aide. Sur l'Everest, il n'est pas nécessaire de tomber pour disparaître, il suffit simplement de s'arrêter de bouger. Et quelque part au-dessus de la deuxième ressaut, c'est exactement ce qui s'est passé. Mariana s'est tout simplement volatilisée dans l'air raréfié de la zone de la mort. Quelques jours plus tard, une équipe brésilienne escaladant la face nord retrouverait son corps figé par le froid à la même altitude où son oncle avait disparu 20 ans auparavant. La casquette rouge vif la rendait immédiatement reconnaissable. Pour les alpinistes, c'était comme si l'Everest avait refermé un cercle. Deux membres de la même famille, unis par un rêve commun, avaient été emportés par la même pente, comme si l'histoire de son oncle avait aussi été écrite d'avance pour elle. Son corps n'a jamais été redescendu. Comme Christo, Mariana Protonova Maslarova reste sur la montagne, un témoin silencieux de la dévotion et de l'obsession qui sont allés trop loin. Quand l'histoire de Christo est parvenue en Bulgarie, la réaction a été inédite. Christo a été nommé à titre posthume héros de la République populaire de Bulgarie et reconnu comme le plus grand alpiniste bulgare du XXe siècle. Son ascension de l'Everest en 1984 a été élue événement sportif bulgare du XXe siècle par les téléspectateurs de la télévision nationale bulgare. Une statue de Christo se dresse dans sa ville natale de Karlovo. Une école porte même son nom. Mais voici ce qui est vraiment stupéfiant. L'itinéraire direct de l'arête ouest n'a pas été répété une seule fois en 40 ans depuis l'expédition de Christo. Pensez-y, 40 ans de progrès technologiques, d'équipements améliorés, de meilleures prévisions météorologiques et de techniques d'escalade perfectionnées. Des itinéraires jugés impossibles dans les années 1980 sont aujourd'hui régulièrement gravis par des alpinistes chevronnés. Mais l'arête ouest directe, c'est encore l'une des voies les plus dangereuses. Seules 3 équipes sur 21 avaient réussi sur une quelconque voie de l'arête ouest en 2000, ce qui la rend statistiquement plus difficile que le K2. Comment se souvient-on de Christo Protonov ? Comme l'ingénieur bulgare qui a accompli l'impossible sur la voie la plus mortelle de l'Everest. Comme une figure tragique dont l'ambition l'a poussé à tenter quelque chose que personne d'autre n'avait osé refaire. Ou comme quelque chose de bien plus complexe. Indiquez-le en commentaire, Christo Prodanov est encore sur l'Everest aujourd'hui. Son corps restera sans doute là pour toujours, l'arête ouest étant jugée trop dangereuse pour des opérations de récupération.
Mais il a réalisé son rêve. Il a prouvé que la détermination et les compétences pouvaient surmonter n'importe quel obstacle, même si le prix à payer était le plus élevé. Il est mort en réalisant son rêve, pas avant d'en avoir eu l'occasion. Merci d'avoir regardé. À la prochaine vidéo, restez audacieux et vivez avec courage.